La nuit dernière, Bachar al-Assad a précipitamment quitté la Syrie. Les jours de Bachar al-Assad sont-ils comptés désormais? La coalition de rebelles islamistes qui a donc affirmé ce dimanche avoir fait fuir le tyran Bachar al-Assad, je cite. Les rebelles qui ont donc pris la capitale syrienne, Damas. Bismillahirrahmanirrahim. Tamma bihamdihi ta'ala tahrir madinat Dimashq wa isqat at-taghiya Bachar al-Assad. Le 8 décembre 2024, le régime de Bachar al-Assad s'effondre. Une offensive éclair menée par une coalition de groupes rebelles met alors fin à plus de 14 ans de guerre en Syrie. Parmi ces groupes, HTC, avec le célèbre Abu Mohamed al-Joulani qu'on entend souvent parler dans les médias. D'autres groupes tels que les forces démocratiques syriennes et l'armée syrienne libre ont également participé à cette avancée décisive, en s'emparant de régions stratégiques et en affaiblissant progressivement le régime de Bachar al-Assad. Mais une question se pose, d'où vient cette guerre? Comment a-t-elle commencé? Est-ce là vraiment la volonté d'élites politiques ou de grands groupes rebelles? Eh bien aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Notre histoire commence donc en 2011 en Syrie. Et à cette époque, on est en pleine période donc des printemps arabes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas donc ce que c'est que les printemps arabes, pour la faire courte, ce sont des mouvements qui se passent donc principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où ce sont de grandes manifestations donc de la part de la population qui manifestent donc pour renverser les dictatures qui sont au pouvoir. Alors par exemple, il y a eu plusieurs pays qui ont été touchés donc par ces printemps arabes, comme par exemple l'Égypte et la Tunisie. Sauf qu'on va voir que ces pays ne sont pas deux cas isolés. Parce que donc ce qui se passe en Syrie à cette époque-là, c'est que inspiré donc par ces mouvements où ils voient des gens se réveiller donc contre un régime totalitaire, eh bien certains espèrent un changement en Syrie. Parce que pour vous la faire court, en Syrie il y a un régime qui est là depuis 50 ans, ok, où tout d'abord on avait donc le père de Bachar al-Assad qui se nommait donc Hafez al-Assad, qui lui a régné de 1971 à l'année 2000, et donc après plus de 30 ans de règne, on a vu succéder son fils donc Bachar al-Assad. Je vous mets d'ailleurs un petit documentaire ici si vous voulez en apprendre plus sur cet homme. Donc dans ce climat de haute tension en Syrie, le 16 février 2011, un groupe d'adolescents de la ville de Deraa, qui est un village se situant à peu près au sud-ouest de la Syrie, va avoir une idée un peu particulière. Pour vous l'expliquer, dans ce groupe d'adolescents, il y a un petit jeune qui s'appelle Naef Abazi. Alors lui, c'est le plus jeune de sa bande et il est un peu, comment dire, il a un peu des grosses coronesses quoi en gros hein. Et ce qui fait que Naef Abazi, donc pour faire rire à la base ses copains, bien Naef Abazi va taguer sur le mur de son école un graffiti anti-gouvernement. Et donc sur son école, il va taguer la phrase: c'est votre tour, docteur Bachar al-Assad. Alors lui il est content, il a fait marrer ses potes et tout, ça se marre dans la cour bien. Sauf que là il y a un petit problème, c'est que en fait le tag de Naef Abazi, il l'a pas fait sur un mur lambda de son école. Il aurait pu le faire sur un petit mur ordinaire. Ah non non, le mec a tellement des énormes coronesses, c'est bon. Naef Abazi a décidé de faire ça juste en dessous de la fenêtre du bureau du directeur. Bon alors évidemment vous l'aurez compris, c'est une grosse provocation parce qu'il ne l'aime pas du tout hein. Donc pour Naef, lui c'était juste une petite blague, voilà, une petite blagounette hein, pour se faire un peu de street crédibilité tu vois. Donc du coup Naef lui juste il fait sa petite journée de cours, hop là, il apprend 2-3 trucs et il rentre chez lui. Sauf que le directeur de son école, ah ben lui il a pas oublié, lui il voit bien le petit tag là qui est en dessous de sa fenêtre, il se dit oh là, le mec il va un peu s'inquiéter, il va se dire oula, je vais peut-être finir en prison moi. Donc c'est pour ça que le directeur de son école, par peur bah, là, de se faire choper, lui il va pas du tout trouver ça amusant, voilà, la blague n'est pas drôle, il va tout de suite prévenir les autorités syriennes. Voilà, donc on est un peu sur une ambiance URSS hein, pour Naef. Donc le lendemain, le 17 février 2011, Naef Abazi va en cours, voilà, y a pas de souci. Sauf que le cours est interrompu par les autorités syriennes. Donc Naef va être arrêté sur le champ avec donc 21 autres adolescents qui ont assisté à la scène. Ils sont donc emmenés de force donc par les services de renseignement syriens dans des locaux bien isolés. Personne peut voir ce qui se passe. Alors aujourd'hui on sait parce qu'il y a eu des reportages etc qui sont sortis. Ils vont donc être enfermés dans les fameuses prisons donc de Bachar al-Assad qui étaient totalement secrètes. Hein. Donc Naef et ses 21 autres adolescents vont être enfermés dans ces prisons et vont être retenus donc dans des conditions qui sont inhumaines. Alors ça on le sait parce que c'est Naef donc qui l'a raconté après être sorti donc dans plusieurs interviews. Et il a raconté donc qu'il se faisait maltraiter, torturé, insulté à longueur de journée, etc. Ce qui fait que Naef et ses 21 autres adolescents, alors qu'ils avaient juste 14 ans, ont donc subi des choses qui étaient horribles pour leur âge et qu'ils auraient tout simplement pas dû voir en fait. Là les mecs ils y ont quand même passé un mois, ok? Un mois dans des prisons de 1 mètre carré où les mecs ils bouffaient rien, ils buvaient rien, ils se faisaient torturer, massacrer à longueur de journée. Autant dire que l'ambiance en Syrie, bah c'est pas énorme. Hein. Sauf que le 20 mars 2011, les consciences vont commencer à se réveiller. Parce qu'à partir de cette date-là, ça fait quasiment un mois que les familles n'ont plus aucune nouvelle de leur enfant. C'est pas en mode oui j'ai quand même des informations. Ah non, rien, tu sais pas où il est. Tu sais pas s'il est vivant, tu sais pas où il est. Et donc vu que ça fait quasiment un mois qu'ils sont sans nouvelles, bah ça va commencer vite à les chauffer en fait. À commencer à les énerver, qu'ils ont aucun renseignement. On leur dit rien du tout, même quand ils vont se plaindre, on leur dit de fermer leur gueule. Ce qui fait que suite à cela, donc le 20 mars 2011, des milliers de personnes vont descendre dans les rues de Deraa. Je sais pas si je prononce bien la ville, mais bon, t'as capté. Alors il y aura une immense manifestation donc dans la ville de Naef Abazi pour demander juste quelques nouvelles de la part des garçons, même carrément leur libération, parce qu'en fait les mecs ça fait plus d'un mois qu'ils sont
emprisonné juste pour avoir fait une petite blague d'un graffiti, je pense que c'est bon. Sauf que ces manifestations qui étaient de base pacifiques vont être très mal vues donc par le régime syrien. En fait, à l'époque, donc les autorités syriennes, on est vraiment en pleine tension de à tout moment il peut y avoir une guerre civile qui pète, qui fait qu'un simple petit axe ça va péter un câble les mecs. Donc là, les petites manifestations, ils disent comment on va faire, ce qui fait que les autorités syriennes vont décider de fortement réprimer donc ces manifestations. Le bilan va être très lourd parce que ça va être plus de 4 personnes donc qui vont être tuées donc durant cette manifestation. Alors je sais que peut-être que vous ça vous paraît pas beaucoup quand même, genre une manifestation comme ça fait 4 morts, mais imaginez-vous que en France il y avait une manifestation comme ça, que la police débarquerait et qu'il y aurait ne serait-ce que 4 morts, mais là on part carrément en guerre civile dans tout le pays, on envoie les chars pour conquérir l'Élysée. Allez! En plus de ça, il y a des propos très choquants qui ont été tenus de la part des autorités syriennes. Par exemple, je me souviens dans une interview, Naïf il avait raconté qu'en gros il y avait des personnes donc, qui s'étaient plaints de pas revoir leur fils et leur fille, ce qui est totalement normal en fait. Sauf que les autorités syriennes ils ont répondu ouais bah au pire de toute façon vous avez qu'à en faire d'autres hein. Et puis si vous arrivez pas à faire vos femmes enceintes, bah nous on veut bien les faire, y a pas de souci. Voilà, c'était vraiment les propos des soldats en tout cas, donc j'espère qu'ils sont en prison, hein, voilà. Donc, ces événements traumatisants vont donc marquer le début d'une révolte populaire dans la ville de Deraa, mais rapidement le mouvement va s'étendre dans absolument tout le pays, parce que justement c'est un peu l'élément déclencheur qui fait que les gens vont se dire on en a marre. Donc ce qui fait que l'énervement autour de Bachar al-Assad, bah ça va commencer à s'étendre vraiment partout dans le pays. Donc c'est comme ça que en mars 2011, la Syrie plongea pour la première fois donc dans la guerre civile, laissant quand même un nouvel espoir pour Naïf Abazid et ses autres adolescents d'être relâchés. Naïf Abazid et les autres adolescents sont finalement relâchés un mois plus tard après avoir été torturés et massacrés. Considéré comme vraiment un véritable héros pour certains, sa popularité ne va pourtant pas faire à l'unanimité donc au sein du peuple syrien, parce que même s'il est vu comme un héros qui a enfin libéré la parole et a voulu se dresser donc contre le régime de Bachar al-Assad, il est vu quand même pour certains par le mec qui a déclenché une guerre civile. Donc bon, les gens sont un peu mitigés on va dire. Et après cela va quand même rester un an à Deraa avec sa famille, et parce que également c'est sa ville d'origine en fait à la base, sauf que malheureusement pour lui il s'est fait beaucoup d'ennemis et il est surtout repéré par l'armée syrienne. Donc bon, c'est un peu con pour la sécurité, qui fait que Naïf va être harcelé, va être mis sous la pression donc pendant son année à Deraa, qui fait même qu'un jour il va y avoir un événement déclencheur qui fait qu'il va devoir même quitter la région. Un jour alors qu'il était donc dans les rues de sa ville, Naïf Abazid va être blessé par un tir de soldats syriens. Il va rapidement être transféré donc à un hôpital en Jordanie, craignant alors les hôpitaux syriens où il ne sait même pas s'il pourrait en revenir vivant. Le jeune garçon va y passer plus de 2 ans dans cet hôpital, plongé entre la vie et la mort juste par la volonté donc d'un soldat syrien. Mais heureusement pour lui, avec donc l'entourage de sa famille et l'espoir d'un jour revoir la Syrie libre, il va finalement s'en sortir indemne au bout de 2 ans. En 2014, Naïf décide de retourner dans sa ville d'origine, Deraa. Sauf que malheureusement, le souvenir qu'il y a laissé ne va pas être vraiment le même quand il va revenir. Parce qu'en revenant, la ville va être littéralement détruite par donc la guerre, des bombardements, des massacres, des civils enlevés, etc. Ce n'est plus du tout la même ville donc qu'il a connue durant son enfance. Malgré ce climat de peur, Naïf va décider quand même de rester dans la ville. Il va y rester 7 mois donc de galère, 7 mois de peur de peut-être même se faire retirer dessus par un soldat syrien, et 7 mois où il se dit qu'il n'y a plus aucun espoir donc pour lui. Sauf qu'en septembre 2015, un espoir inattendu vient sauver donc la vie de Naïf Abazid. Alors qu'ils sont tranquillement donc installés chez eux, la famille de Naïf va donc allumer la chaîne Al Jazeera et va pouvoir observer la déclaration donc de Angela Merkel. L'Allemagne est un pays fort et l'angle sous lequel nous devons aborder la chose est « Nous avons accompli déjà tant de choses que nous y arriverons ». Angela Merkel, qui est alors chancelière donc de l'Allemagne, proclame un discours où elle dit que l'Allemagne accueillera tous les réfugiés syriens donc arrivant à sa frontière. Et pour la famille de Naïf, c'est inespéré. Ils voient ça vraiment comme une chance de enfin pouvoir reprendre une vie normale et de peut-être enfin trouver la paix. C'est donc pour ça que la décision est donc prise pour la famille de Naïf. La famille de Naïf décide de prendre 3 garçons de la famille. Donc vous l'aurez compris, il y a bien évidemment Naïf, mais également son frère et son cousin. Et ils décident tous ensemble que ces 3 garçons-là devront faire un long voyage jusqu'à l'Europe. Et même si pour vous là ça paraît d'être vraiment un conte de fées qui va retrouver donc la paix, etc. Pour Naïf Abazid, ça va être le début de la paix, mais aussi le début d'un long chemin semé d'embûches et malheureusement d'horreur. En septembre 2015, le calvaire du chemin pour l'Europe commence pour Naïf Abazid. Donc pour ça, Naïf Abazid doit emprunter un chemin qui est vraiment semé d'embûches. Premièrement, il doit tout d'abord quitter la Syrie. Pour ça, sa famille et ses proches vont donc se cotiser pour Naïf, son cousin et son frère, pour qu'ils traversent la Syrie et atteignent la frontière turque. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile que ça a l'air. Tout d'abord, la famille de Naïf doit donc payer un minibus pour qu'il traverse donc toute la Syrie. Le voyage dure alors 1000 km et coûte environ 1000 $ par personne, ce qui fait que ça fait 3000 $ par personne pour 1000 km. C'est très cher, mais bon, sa famille, même si elle voit le prix exorbitant que c'est les sacrifices qu'elle doit
doit faire si Naïf Abazid veut enfin trouver la paix. C'est donc pour ça que le minibus va partir d'Erderea et va traverser toute la Syrie. Naïf Abazid, dans ce minibus, il va voir des choses qui sont horribles pour lui. Premièrement, il va déjà constater l'horreur qui se passe dans son pays, donc avec la destruction de masse, la guerre qui ravage absolument toutes les populations. Parce que par exemple, il va passer donc devant les ruines de la ville de Palmyre, qui pendant la guerre syrienne a été vraiment un endroit géostratégique donc pour les groupes terroristes et l'armée. Il va également passer par des territoires qui sont très dangereux et qui vont le traumatiser, comme par exemple le moment où il va passer donc par le territoire de l'État islamique, où il va voir des scènes qui va décrire comme juste insoutenables à regarder. Par exemple, il se souvient qu'une fois, ils ont aperçu sur un point la terreur qu'avait imposée donc l'organisation terroriste. Et donc pour vous expliquer, l'organisation avait disposé donc plusieurs corps sans vie sur le long de plusieurs ronds-points. Et désolé si je vais choquer maintenant, mais donc où il leur manquait plusieurs bouts donc de leur corps, on va dire, comme par exemple cette partie-là et aussi cette partie-là. Après avoir enfin quitté le territoire syrien, Naïf Abazid va rencontrer d'autres passeurs donc à la frontière turque qui eux vont donc les aider à enfin rentrer sur le sol européen. Parce que Naïf Abazid et son frère et son cousin vont devoir payer encore 1100 $ chacun. Alors on se rend peut-être pas compte mais c'est vraiment énorme. Les trois garçons grâce à ça donc se payer un voyage jusqu'à Izmir qui est une ville proche donc de la frontière européenne. En arrivant là-bas ils vont donc monter sur un bateau pneumatique pour essayer donc de traverser la mer. Alors faut savoir que pour les personnes qui vont du Moyen-Orient jusqu'en Europe le voyage est vraiment très compliqué. Pas un bateau qui est très homologué pour eux mais malheureusement ils sont obligés de faire avec parce que ils ont aucune solution sinon donc bon. Et donc grâce à ce bateau pneumatique et aux passeurs, les trois adolescents vont réussir à arriver jusqu'à la ville de Lesbos, donc qui est une île grecque, où Naïf va ensuite payer une place sur un ferry à 60 € à peu près pour donc se rendre jusqu'à Athènes. Arrivé enfin en Europe, Naïf Abazid est soulagé. Mais sauf que lui son réel objectif donc c'est d'aller comme vous l'avez compris en Allemagne. Donc le chemin n'est toujours pas terminé pour lui. Donc une fois qu'il est arrivé à Athènes, Naïf Abazid va décider donc de partir à pied vers le nord du pays. Alors son voyage il ne va pas le faire tout seul parce que vu la situation en Syrie ce n'est pas le seul garçon isolé donc à faire ça. Donc son voyage il va le faire avec des centaines d'autres réfugiés qui veulent tout simplement fuir également la guerre eux aussi. Ils vont donc tous ensemble se diriger vers le nord de la Grèce donc en suivant les voies ferroviaires. À partir de ce moment-là, ça devient un peu flou donc dans l'histoire de Naïf Abazid. Selon lui, il explique que donc il serait arrivé en Serbie où il aurait donc aussi traversé toute la Serbie pour arriver ensuite en Hongrie. Sauf que là-bas, il nous explique qu'il a donc été arrêté donc par la police hongroise et que ces mêmes autorités l'ont rapidement mis donc dans un train en direction donc de Vienne. Et c'est donc dans ce même train qui va arriver à Vienne que se termine enfin le lourd périple donc de Naïf Abazid. Alors aujourd'hui, le bilan de la guerre donc syrienne, c'est plus de 400 000 victimes et des millions de populations déplacées donc dans les autres pays. À l'époque, l'UNICEF avait estimé qu'il fallait à peu près 1,4 milliard d'euros donc pour venir en aide à toutes les victimes donc de la guerre en Syrie. Et sur ces 1,4 milliard d'euros, il y avait seulement 6% donc qui avaient été collectés. Aujourd'hui, l'avenir de la Syrie reste incertain, bien que le groupe HTC revendique donc une Syrie libre et démocratique. Certains ont quand même peur donc d'un retour à l'État islamique, principalement donc par le chef de cette organisation, où beaucoup le critiquent d'être renseignement à un membre de Daesh. En tout cas, aujourd'hui, on observe que les premières victimes donc de ces conflits sont principalement les civils, et donc il leur faut beaucoup de courage et beaucoup de chance pour réussir à surmonter cette épreuve. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine notre histoire pour la vie de Naïf Abazid. Essayez de compter combien de fois je dis le mot Naïf Abazid dans cette vidéo, c'est impossible. Bon, désolé s'il y a un petit faux raccord, voilà, j'ai tourné l'outro quelques jours plus tard. Hein. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme toutes les autres d'ailleurs que j'ai fait. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'attends vos petits commentaires. Oh là là, c'était trop rapide. Oh là là, ça manque de montage. Oh là là, change de chaîne YouTube en fait. Hein. Ah oui, et donc aussi, je voulais vous remercier beaucoup pour les 1000 abonnés. On a enfin dépassé le stade des 1000 abonnés sur la chaîne. Non mais plus sérieusement, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait très plaisir. Moi, ça me dit que je dois continuer dans cette voie, que je dois faire toujours du storytelling. Voilà. Et donc, cette fois-ci, le mot de la fin sera The Lion King en Lego.